Le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce mercredi matin à Addis Abeba où il doit rencontrer le président sud-soudanais Salva Kiir. Objectif, tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile. Isaias Afwerki a annoncé mercredi l'envoi prochain d'une délégation en Éthiopie. Le président érythréen veut discuter d'une paix entre les deux ennemis jurés en réponse aux signaux positifs émis par le nouveau Premier ministre éthiopien. L'Assemblée nationale et le Sénat congolais sont convoqués en session extraordinaire ce mercredi. Objectif, examiner à la demande du président Kabila une loi sur le statut et la protection d'anciens présidents. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir. Le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce mercredi matin à Addis Abeba où il doit rencontrer le président sud-soudanais Salva Kiir pour la première fois en 2 ans afin de tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. Ce conflit qui a éclaté en décembre 2013 en raison de rivalité entre les deux hommes a été marqué par de nombreuses atrocités à caractère ethnique qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Reportage. Confirmé de sources officielles, l'entrevue demeure incertaine au regard des nombreux rendez-vous manqués et vaines promesses qui ont émaillé les pourparlers de paix. L'arrivée de Riek Machar en Éthiopie est toutefois un signal plaidant en faveur de la concrétisation de cette rencontre. Le docteur Machar est arrivé tôt ce matin à Addis Abeba, a déclaré menacer Zindo au cadre du SPLM-IO, le mouvement dirigé par Machar. Il a voyagé depuis l'Afrique du Sud où il est exilé depuis 2 ans. Meles Alem, porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a confirmé l'arrivée du chef rebelle. Quant à Salva Kiir, il n'avait pas encore quitté mercredi matin la capitale sud-soudanaise, Djouba. Mis sous pression par la communauté internationale, Kiir et Machar ont été invités à Addis Abeba par le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui préside l'organisation régionale IGAD, autorité intergouvernementale pour le développement, laquelle œuvre depuis de longs mois pour l'instant en vain à réactualiser le processus de paix. Cette rencontre entre les deux ennemis sera la première depuis les intenses combats qui ont secoué la capitale sud-soudanaise en juillet 2016. Pour obtenir le moindre résultat, les deux hommes devront mettre de côté l'immense défiance qui les oppose. Depuis le début de la guerre, de nombreux cessez-le-feu ont été signés sans jamais être respectés. Le dernier en date avait été scellé le 24 décembre à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD, puis violé dès son entrée en vigueur. Le président érythréen Isaias Afwerki a annoncé ce mercredi l'envoi prochain d'une délégation en Éthiopie. Objectif, discuter d'une paix entre les deux ennemis jurés en réponse aux signaux positifs émis par le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les détails. Comme c'est le cas en Érythrée, les Éthiopiens apprécient aussi de vivre en paix et en harmonie avec leurs voisins. Les signaux positifs émis ces derniers jours peuvent aussi être perçus comme une expression de ce choix populaire, a déclaré le président Isaias Afwerki à l'occasion d'une journée commémorant les martyrs de la guerre d'indépendance contre l'Éthiopie. Pour cette raison, nous enverrons une délégation à Addis Abeba pour évaluer directement et en profondeur les développements actuels et pour établir un plan en vue d'une action continue à l'avenir, a-t-il ajouté. Avec ce discours, le président érythréen offre la première réponse d'Asmara aux ouvertures de paix de Abiy Ahmed en poste depuis avril. Le Premier ministre éthiopien avait amorcé début juin un profond changement de politique en annonçant son intention d'appliquer un accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée et la décision, 2 ans plus tard, d'une commission de l'ONU sur la démarcation de la frontière qui donnait la ville symbolique de Badmé à l'Érythrée. Signé en 2000, l'accord d'Alger avait mis fin à la guerre qui avait opposé l'Éthiopie et l'Érythrée de 1998 à 2000 et qui a fait 80 000 morts. Un désaccord sur le tracé de la frontière avait en partie été à l'origine de ce conflit. En 2002, une commission de l'ONU ayant tranché en faveur de l'Érythrée
Mais l'Éthiopie avait refusé de se conformer à cette décision sans que la communauté internationale lui réclame de comptes et elle continue pour l'heure à occuper Badmé. L'occupation de cette ville et la nécessité de se défendre contre l'Éthiopie sont depuis des années des arguments utilisés par le président Isaias, au pouvoir depuis 1993, pour justifier un régime parmi les plus répressifs au monde. Son autoritarisme a isolé l'Érythrée sur la scène diplomatique et provoqué un exode massif de ses citoyens qui ont préféré les dangereuses routes migratoires vers l'Europe à la vie dans leur pays. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a assuré que les autorités sont prêtes à assumer les conséquences d'une enquête ouverte, après la découverte de fosses communes dans le centre du pays. Il a reçu à cet effet à Bamako des membres d'associations de défense des droits de l'homme. Les images. Les autorités maliennes ont reconnu mardi l'implication de militaires dans des violations graves ayant occasionné mort d'hommes après la découverte de fosses communes dans le centre du pays et se sont dites prêtes à assumer les conséquences. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans la région de Mopti, dans le centre, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Il y a quelques heures, nous avons été alertés et le ministre de la Défense a dépêché immédiatement une mission sur le terrain. Les résultats de cette enquête seront examinés avec toutes les conséquences que nous assumerons. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de rebâtir nos forces armées pour en faire une armée qui serait ignorante du droit humanitaire de la guerre, du droit humanitaire des conflits. Ce serait un recul fabuleux, qu'à Dieu ne plaise. Ces derniers mois, les annonces par l'armée de la neutralisation des terroristes dans le centre du pays ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Et aussi la violence intercommunautaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément le centre du Mali, qui crée beaucoup, au cours desquels il y a évidemment beaucoup de violations des droits humains. Et donc nous l'avons interpellé par rapport à ça. Et aussi le problème de justice, d'accès à la justice par rapport à toutes les violations qu'il y a eu en 2012, notamment les crimes sexuels perpétrés contre des femmes et des filles que nous cessons de dénoncer et nous avons des centaines de cas qui sont devant les juridictions et il n'y a eu aucune justice rendue à nos jours, de 2012 à nos jours. Donc c'est là en fait le plus gros message que nous avions pour le chef de l'État. L'armée malienne est la plus touchée par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti, souligne dans son dernier rapport trimestriel le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Je l'annonçais en titre, l'Assemblée nationale et le Sénat congolais sont convoqués en session extraordinaire ce mercredi pour examiner à la demande du président Joseph Kabila une loi sur le statut et la protection d'anciens présidents de la République démocratique du Congo. L'information a été rendue publique par la télévision d'État. Plus de précisions à travers cet élément. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 20 juin au 19 juillet, a écrit Aubin Minakou, président de l'institution, dans un communiqué lu à la radio-télévision nationale congolaise tard la nuit. 6 points seront débattus lors de cette session extraordinaire, dont la loi portant statut des anciens présidents de la République élus à 6 mois de la présidentielle, censé élire un successeur au président Kabila, dont le dernier mandat a expiré le 20 décembre 2016. Le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué une plénière ce mercredi. Un message envoyé aux sénateurs les convoque eux aussi pour une plénière mercredi. La proposition de loi portant statut d'ancien président traîne depuis 3 ans sans être examinée. Cette loi est une initiative du sénateur Modeste Moutiga du groupe de 7 partis frondeurs, le G7, qui avait quitté la majorité en septembre 2015. La République démocratique du Congo a connu 4 chefs d'État depuis son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960. Les 3 premiers sont déjà décédés. Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de briguer un autre mandat, est le seul en vie. Depuis 1960, le pays n'a jamais connu de passation pacifique de pouvoir. L'Assemblée nationale compte examiner aussi le rapport annuel de la commission chargée d'organiser des élections en RDC et le dossier relatif au remplacement de certains membres de cette commission. Députés et sénateurs examineront aussi la loi sur la protection et la responsabilité du défenseur des droits humains.
Des pluies torrentielles se sont abattues sur Abidjan dans la nuit de lundi à mardi. C'est un lourd bilan qui est enregistré. 18 personnes au moins ont été tuées dans ces inondations. Les images très poignantes à travers cet élément. Les dégâts sont importants en vies humaines comme en matériel. Environ une vingtaine de personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées et hospitalisées. 136 chanceux ont été secourus par les sapeurs-pompiers militaires pendant la nuit. En effet, des pluies torrentielles sont tombées sans interruption sur Abidjan, métropole de 5 millions d'habitants, de 23h lundi à 6h mardi. Or, dans cette ville, les constructions anarchiques sont légion, y compris dans des zones inondables, habitées par des populations pauvres. Plusieurs quartiers ont été frappés par les inondations. Selon plusieurs témoignages, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres pendant la nuit. Le lourd bilan et la récurrence de ce type de catastrophe à chaque saison des pluies, de mai à juillet, ont été déplorés par le Premier ministre ivoirien. L'autorité a aussi décrié le fait que les zones à risque, bien que connues, soient toujours habitées avec des constructions sur des bassins d'orage ou des bassins versants. En 2017, les pluies avaient fait 15 morts entre mai et juin à Abidjan. Le plus lourd bilan remonte au 29 mai 1996, où des pluies diluviennes avaient fait 28 morts à Abidjan. La méningite cérébro-spinale à méningocoque fait des ravages en Afrique. Pour contrecarrer son germe le plus virulent et sauver des dizaines de milliers de personnes chaque année, des spécialistes africains prennent les taureaux par les cornes. Ils ont appelé ce mardi à Abidjan à une campagne de vaccination. La méningite en Afrique prend une ampleur préoccupante et appelle à des actions urgentes. 26 pays composent la ceinture africaine de la méningite. Ils s'étendent du Sénégal à l'Éthiopie, où vivent 450 millions de personnes. Ces pays peuvent être lourdement touchés par des épisodes épidémiques. Nous sommes au 6e mois de 2018 et déjà, la maladie a tué 849 personnes sur 11 581 cas déclarés dans cette zone, selon l'OMS. Réunis à Abidjan mardi, les experts de 10 pays africains ont plaidé pour une campagne nationale gratuite de vaccination contre la maladie dans chaque pays. La méningite peut sévir de façon virulente à travers son germe de type C, qui a provoqué des épidémies au Niger et au Nigeria en 2017. Il existe le risque d'une épidémie à grande échelle, alors que les vaccins disponibles sont insuffisants pour y faire face. Face au coût exorbitant des vaccins, une subvention étatique des 26 pays concernés serait bienvenue. Mieux, face à la maladie, c'est sur la prévention qu'il faut insister. Les épidémies de méningite en Afrique se produisent chaque année entre mai et décembre. La saison sèche, avec des vents forts, de poussière et de nuits froides, expose la population aux infections respiratoires et facilite la propagation des bactéries. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.